Bienvenue Aline. Merci, bonjour à tous, bienvenue. Donc comme Mathieu l'a annoncé à l'instant, donc ce webinaire va se focaliser sur les banques universelles et le fonctionnement des banques universelles. On va parler ici des grandes banques universelles. Alors c'est un sujet qui est important à comprendre. Je vais vous donner 2-3 chiffres sur le secteur bancaire français pour commencer. En France, on a un secteur bancaire qui représente 8500 milliards d'euros. C'est 4 fois le PIB de la France, donc c'est un très gros secteur bancaire. Et ce qui est notable en France, c'est qu'on a 4 grandes institutions, des grandes banques universelles, qui dominent le secteur et qui représentent 2 tiers du secteur. 2 tiers du secteur bancaire, c'est énorme. Et ça veut dire que si une banque a un problème, tout le secteur bancaire français a un problème et on a tous un problème. C'est donc essentiel de comprendre ce que ces banques font, comment elles fonctionnent. Alors, les grandes banques universelles sont à la fois des banques commerciales et des banques de marché. Elles combinent les deux activités. La banque commerciale, c'est la collecte des dépôts, l'épargne, le financement par le crédit et la mise à disposition et l'intégrité des systèmes de paiement. Et puis, il y a les banques de marché. Les banques de marché, c'est le négoce de produits financiers et la fourniture de solutions de financement par le marché. On va montrer à travers la présentation qui suit que ces activités sont de nature fondamentalement différente, qu'elles remplissent des fonctions très différentes dans notre économie, que les activités de marché ont tendance à être de plus en plus déconnectées de l'économie réelle, et que permettre la conduite de ces deux activités au sein d'une même entité conduit inéluctablement à des distorsions de concurrence et à des distorsions dans la nature même des activités bancaires. Et au final, que cela peut coûter très cher aux États, aux contribuables et puis à la société tout entière. Et puis nous expliquerons pourquoi, chez Finance Watch, nous sommes pour une séparation de ces activités et puis pourquoi nous avons jugé utile d'intervenir dans le débat français, comme le mentionnait Mathieu. Comme vous le savez, donc, il y a une loi de séparation des banques qui a été proposée par le gouvernement français. Il est passé en première lecture à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Et en vérité, de séparation, il n'y a point. Il y a une deuxième lecture qui est en cours, qui vient d'être commencée à l'Assemblée nationale. On attend de voir quels seront les résultats, mais pour l'instant, pas de séparation en vue. Alors pour rentrer dans ces explications, on va procéder en 3 parties. Je vais d'abord rentrer dans une explication de ce qu'est la banque commerciale. Ensuite, la banque de marché, et en expliquant le rôle central des banques sur les marchés financiers. Et puis dans une 3e partie, je vous expliquerai comment tout a vraiment changé en 20-25 ans. Alors, on va commencer par une petite histoire, la petite histoire de John, Ringo, George et Paul. John a fabriqué un objet, Paul, lui, il a une pièce d'or. Et il y en a 2 autres, Ringo et George, qui sont à même de les connecter entre eux. Alors s'il n'y a qu'une seule chose à vendre et une seule pièce d'or, l'échange ne peut avoir lieu que grâce à des promesses de paiement successifs, à supposer que John et Paul ne peuvent pas se rencontrer. Et ça prend du temps. Ringo va donner une promesse de remboursement à John, qui va donner à Ringo son bien. La même chose entre Ringo et George. Quand le bien arrive chez George, il va le donner à Paul contre la pièce de monnaie. Et c'est seulement à ce moment-là que les promesses de remboursement vont pouvoir être honorées. Et George va payer Ringo, etc., jusqu'à ce que John, très content, reçoive sa pièce d'or. Ça prend du temps. Et puis pendant tout ce processus, et ça c'est plus important, John, il n'avait pas l'argent nécessaire pour payer une nouvelle fabrication. Parce que qui, en effet, aurait accepté de se faire payer en promesse de remboursement d'un dénommé Ringo? A priori, il n'aurait pas pu payer des fournisseurs, il n'aurait pas pu payer des employés éventuels. Et donc, de ce point de vue-là, la promesse de remboursement que peut fournir une banque va être très différente. Et de fait, une reconnaissance de dette bancaire peut faire office de monnaie et permettre ainsi un développement plus rapide de l'économie, ce que je vais montrer maintenant par une nouvelle illustration. Nous avons nos 4 personnages, mais cette fois, il y a une banque qui rentre en jeu.
Lorsque vous demandez un crédit à la banque, en fait, vous signez une promesse de remboursement à la banque. Le crédit que vous rembourserez à une échéance donnée. Et en échange de ça, la banque va vous remettre un montant qui est inscrit sur votre compte, que vous pourrez utiliser pour payer l'achat d'un bien, pour payer une facture, etc. C'est ce que va faire Ringo. Il va prendre un crédit à la banque et il va obtenir l'argent nécessaire pour payer John. Il va le payer sous forme de virement, sous forme de billet, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est de bien comprendre que finalement, le montant va correspondre à une promesse de paiement de la banque. Et à tout moment, avec cette promesse de paiement, John pourra payer ses fournisseurs, une personne qui travaille pour lui, etc. Dans cette configuration-là, l'échange a lieu tout de suite. Ringo se retrouve avec une dette envers la banque qu'il doit rembourser. Et puis John, il a une créance auprès de la banque, parce qu'avec la promesse de remboursement de la banque qu'il a, il peut effectuer des paiements. Et il est tout à fait rationnel, en fait, que chacun des acteurs dans cette histoire considère la promesse de remboursement de la banque comme plus sûre, et donc plus acceptable que la promesse de remboursement de Ringo. Parce que la banque, elle est spécialisée dans le prêt d'argent. Et donc une de ses compétences, c'est de s'assurer de bien récupérer l'argent à un prix qui est défini à l'avance, qui est l'intérêt. Et les agents économiques, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, sont prêts à payer ce prix, car grâce à ce service, au lieu de produire une chose à la fois, ils vont pouvoir produire et échanger bien davantage. On a ainsi George qui va emprunter, échanger avec Ringo, et ainsi de suite, jusqu'à ce que John puisse produire beaucoup plus, George accumuler davantage, jusqu'à ce que George ouvre un magasin, John ait une usine, etc., etc. Et tant que les différents acteurs de l'économie sont prêts à accepter les promesses de remboursement des banques, le système peut fonctionner. Les banques et l'économie soutiennent donc l'une l'autre. Et l'essentiel de la monnaie qui est créée aujourd'hui par le crédit, de cette façon, permet à notre économie de fonctionner. Alors l'essentiel de cette monnaie, c'est une monnaie électronique. C'est les positions sur nos comptes bancaires, les virements, les paiements par carte, etc. Et c'est avec cette monnaie notamment qu'on paye les achats importants, notre voiture, une maison, pour une entreprise, des investissements dans des machines, des bâtiments. C'est avec cet argent qu'on paye les salaires. Et c'est une monnaie qui est créée par les banques. Et elle représente l'essentiel de la monnaie en circulation. La monnaie physique, elle, donc les pièces, les billets qu'on utilise pour notre fonctionnement de tous les jours, pour nos petits achats, représente tout au plus 5% de la monnaie en circulation. Et ça, c'est la monnaie qui est émise par la Banque centrale. Alors, parce que la monnaie, le crédit, les paiements sont essentiels au fonctionnement de notre économie, les gouvernements et les États doivent soutenir les banques commerciales. Parce que si l'une d'entre elles n'est plus à même d'assurer la valeur de cette monnaie, donc si cette monnaie disparaît, si votre épargne disparaît, c'est les épargnes donc des individus, des entreprises, des collectivités qui disparaissent, et puis les moyens de paiement avec. Alors je vais maintenant passer rapidement sur un troisième élément par rapport aux banques commerciales, qui est la question de la confiance. Comment est-ce que les banques, parce que c'est essentiel, s'assurent de la confiance des usagers ? Et pour ça, on va faire un petit passage au travers d'un bilan type d'une banque commerciale. Ça va nous montrer comment une banque construit la confiance, sa réputation, qui est absolument cruciale à son fonctionnement. Alors n'ayez pas peur du schéma du bilan bancaire. Le principe est assez simple. Dans la colonne de gauche, vous avez ce que la banque doit recevoir, ce que les autres doivent aux banques ou ce que possède la banque. Et puis du côté droit, vous avez comment elle finance ses possessions ou ses engagements. On va commencer par les pièces et les billets. Donc ça, c'est de l'argent disponible à la demande. C'est un élément essentiel de la confiance. À tout moment, vous devez pouvoir aller au guichet et retirer quelques billets. C'est le fait d'avoir un portefeuille de crédit de qualité et diversifié. Il faut que la banque puisse se faire rembourser, parce que si elle n'est pas capable de se faire rembourser de ce côté-là du bilan, elle ne sera pas capable d'honorer ses dettes et les dépôts de l'autre côté du bilan. Il lui faut aussi un bâtiment, des agences, un système de paiement performant, tous les systèmes informatiques, qui sont essentiels au fonctionnement de la banque.
Il lui faut aussi des dépôts qui soient payables à la demande. Donc si vous avez un montant sur votre compte et que vous ordonnez un paiement, la banque devra être à même d'effectuer un transfert vers un autre compte et s'assurer que le compte, la banque réceptrice, le reconnaisse comme monnaie. Il lui faut aussi un capital qui soit suffisant pour absorber les pertes éventuelles. Et ça, je vais y revenir plus en détail dans un instant. Et puis enfin, la réputation de la banque est assise par le soutien et le contrôle de l'État. Alors je vous disais, je vais revenir sur le sujet du capital parce qu'il est important. Et là, je vais élaborer un petit peu sur le levier qui est pratiqué par les banques et leur niveau de risque. Si vous avez un exemple ici d'une banque A et une banque B qui ont toutes les deux le même portefeuille de crédit. On va supposer que la banque A a un capital donné qui représente 1/10 de son portefeuille de crédit. Donc elle a un levier de 10. Ça veut dire qu'elle va prêter 10 fois son capital. Et une banque B, qui elle a un capital 2 fois plus petit, elle aura un levier de 20. C'est-à-dire qu'elle va prêter 20 fois son capital. Comment ? Les banques empruntent, elles ont de la dette, et puis elles ont des dépôts pour se financer. Si jamais il y a une perte sur le portefeuille de crédit du même montant pour les deux banques, représentée ici en rouge, le problème pour la banque A et pour la banque B va être radicalement différent. La banque A, il lui restera du capital après absorption de la perte, alors que la banque B n'aura plus de capital. Et l'entièreté de son capital sera absorbée par la perte sur le portefeuille de crédit. Et donc, ceci montre que plus une banque pratique le levier, plus elle est potentiellement fragile et à risque, et plus elle va prendre de risques sur son portefeuille de crédit, plus elle est potentiellement fragile et à risque. Alors, je vais maintenant passer à la partie banque de marché. Certains projets demandent des financements qui sont trop importants pour une seule banque. Trop importants pour fournir un crédit simple. Et de tels projets, en fait, créeraient une concentration des risques telle, c'est-à-dire que la banque serait exposée beaucoup trop à un seul emprunteur, que ça pourrait mettre en péril les équilibres même de la banque, et la banque, du coup, aurait du mal à trouver des déposants ou des prêteurs. Alors, on va prendre l'exemple d'une société qui construit des ponts, qui a des besoins de financement, et puis on a 4 dames, Mélanie, Jerry, Emma et Victoria, qui ont des économies et qui veulent investir. Elles ne vont pas prêter directement à la société des ponts. On a une banque qui va s'en occuper. Une banque qui va prêter à cette société des ponts. Et qu'est-ce qu'elle va faire ensuite, cette banque ? Elle va faire des morceaux avec le crédit, et puis elle va le vendre aux investisseurs potentiels. Chacune va mettre de l'argent en échange des titres qu'elle a achetés, et cet argent va aller à la société des ponts. Le truc, c'est que dans cette fonction, la banque fait l'intermédiaire, mais elle va aussi remplir un rôle qu'on appelle celui de teneur de marché, market making, dont vous avez peut-être entendu parler dans le cadre du débat sur la loi bancaire en France. Pourquoi cette fonction est importante ? Parce que Mélanie, Jerry, Emma et Victoria ont des titres en main, mais ces titres ne peuvent pas être utilisés pour acheter des biens. C'est pas de la monnaie. Et donc il faut transformer ces titres en argent si jamais elles ont besoin de faire des achats. Et donc pour cela, elles vont se reposer sur la banque qui, dans son rôle de teneur de marché, doit à tout moment pouvoir acheter ou vendre selon les besoins et à des prix différents, en fonction des évolutions sur le marché. Donc à tout moment, la banque a à disposition des titres pour ceux qui veulent acheter, et puis du cash pour ceux qui veulent vendre. Et ainsi, elle continue à se poser en intermédiaire et à échanger, à fournir ce qu'on appelle de la liquidité. Et ça, c'est central dans le rôle que les banques jouent sur les marchés financiers. Alors, les marchés financiers, venons-en à ce sujet. Ce sont finalement les banques qui font les marchés. Parce que les marchés financiers ne se font pas d'eux-mêmes. Ils sont créés par les banques. Il faut des systèmes, il faut des infrastructures, il faut des outils de cotation des prix à tout moment pour connaître le prix à l'achat, à la vente d'un titre. Et ça, ce sont les banques qui construisent ces marchés. Elles affichent les prix qui sont en mouvement permanent et mettent les marchés financiers à disposition des investisseurs, de ceux qui ont besoin de ressources financières.
Et on a comme ça, autour du marché financier, ou qui construisent le marché financier, toute une série de banques. Je fais une parenthèse ici en disant que ce sont principalement les très grandes banques, des grandes banques d'investissement ou les grandes banques universelles, qui sont les opérateurs et les teneurs de ces marchés. Vu que les banques ont des titres dans leur bilan, rappelez-vous, elles doivent à tout moment pouvoir fournir des titres à ceux qui veulent en acheter. C'est dans leur... Elles ont un intérêt, en fait, à ce que ces titres génèrent de la valeur pour elles. Et comme elles affichent en permanence les prix, les mouvements sur les prix, qu'elles ont en permanence des titres dans leur bilan, elles peuvent réaliser à tout moment des bénéfices, des marges sur ces différentiels de prix. Et c'est en ça que la tenue de marché a deux facettes. D'une part, celle de fournir de la liquidité au marché, mais également celle de fournir des marges qui peuvent être très importantes aux banques. Et c'est pour ça que les banques peuvent avoir intérêt à faire en sorte que cette activité devienne de plus en plus grosse, parce qu'elle peut générer des bénéfices de plus en plus importants. Alors une remarque aussi, c'est que si un acteur fait défaut sur ces marchés financiers, à supposer qu'il n'est pas trop grand pour entraîner trop de dommages, ça ne va pas interrompre le fonctionnement du marché. Vous pourrez toujours aller acheter des produits ou vendre vos produits à d'autres opérateurs de marché, à d'autres teneurs de marché. Ceci est très différent d'une banque commerciale qui fait défaut et dans ces cas-là, l'épargne disparaît. Alors si on regarde maintenant du point de vue du bilan, comment est-ce que ça se présente ? Eh bien du point de vue du bilan, les titres financiers qui sont détenus au titre de l'activité de tenue de marché sont à l'actif, à gauche, à côté des crédits. Et leur détention, elle est financée par de la dette, c'est-à-dire de l'emprunt sur les marchés financiers, de l'achat de titres de dette sur les marchés financiers. Et comme je le disais à l'instant, la banque a intérêt à faire grossir cette activité puisque potentiellement elle est génératrice de beaucoup de revenus et donc à s'endetter davantage. Et s'endetter davantage veut dire augmenter le levier, ça veut dire aussi augmenter l'interconnexion avec le reste du système. Parce que vous voyez bien, les titres sont achetés sur les marchés financiers, mais la dette, elle est prise sur les marchés financiers. Donc, toutes ces grandes banques actives sur les marchés financiers en tant que teneurs de marché sont de plus en plus interconnectées entre elles. Autre remarque importante, tout ça se fait grâce, et beaucoup plus facilement, grâce à la base de dépôt. Parce qu'un investisseur va être beaucoup plus enclin à prêter à une banque qui a une base de dépôt et qui, de ce fait, bénéficie du soutien implicite de l'État, qu'à une banque qui n'a pas cette assurance derrière elle. Et je vais maintenant passer donc, à la troisième partie. Donc la troisième partie, c'est maintenant sur la banque universelle. On a vu chaque morceau séparé, banque commerciale d'une part, banque de marché d'autre part. Mais maintenant, comment ça se passe quand on combine les deux. J'ai déjà un petit peu donné des éléments là-dessus. Et puis surtout, comment est-ce que tout a changé en très peu de temps. Les changements radicaux qu'on voit dans notre système bancaire et dans le modèle de banque universelle sont très récents. À peine 25 ans, 20 ans. Je vais commencer par vous montrer deux graphiques. N'ayez pas peur, il n'est pas utile de comprendre tous les détails de ce qu'il y a dans ces graphiques. Mais ces deux graphiques montrent pour celui de gauche les encours de titres de dette. Donc c'est principalement les obligations qui sont émises dans la zone euro, des obligations émises par des entreprises, par des États, par des sociétés financières. Et puis vous avez à droite les encours notionnels dans le monde, cette fois, de produits dérivés, qui sont échangés de gré à gré, c'est-à-dire l'essentiel des produits dérivés dans le monde. Ce sont des volumes. D'abord, ce qu'on observe, c'est que la période n'est pas exactement la même, mais ce qu'on observe, c'est que dans les deux cas, il y a une très forte accélération de la croissance de ces volumes ces 20 dernières années, 10 dernières années pour les produits dérivés notamment. Mais surtout, vous voyez cette partie orange, plutôt cette partie bleue, la partie bleue du bas, qui représente moins de 10% du total des volumes et qui sont les contreparties, les entreprises qui ont requis des financements ou qui ont pris des couvertures non financières. Et donc nous considérons que c'est seulement cette proportion-là qui fait vraiment face à l'économie réelle, qui répond vraiment à des besoins de financement ou de couverture de risque de l'économie réelle. Ça veut dire qu'il y en a plus de 90% qui sont purement des activités des banques
pour les banques, notamment pour ce qui est des produits dérivés, de la finance au service d'elles-mêmes. Et ça, le fait de voir cette grosse proportion et cette forte augmentation des volumes démontre aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, l'interconnexion des banques et du système financier et des banques entre elles. Donc ce que ça nous dit aussi, c'est que dans la partie des activités de banque de marché, des banques, la partie orange que je vous montrais avant, eh bien, pour l'essentiel, c'est une activité qui n'est pas au service de l'économie réelle. Et c'est là qu'on commence à avoir un problème plus critique par rapport aux activités de banque de marché. Elles peuvent être très importantes, elles peuvent jouer un rôle dans le financement de l'économie, des gros projets, des grandes entreprises, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans sa grande majorité, c'est un financement qui n'est pas au service, une activité qui n'est pas au service de l'économie réelle. De manière graphique, on peut voir ici, donc c'est pas une représentation exacte, c'est une représentation schématique. La courbe orange représente l'évolution de la taille des marchés financiers du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous retrouvez la croissance très importante qu'on voyait avant sur les produits dérivés ou sur les obligations. Vous aviez à l'époque des banques universelles qui avaient cette activité, excusez-moi, je n'ai pas bien traduit ces deux graphiques-là. Donc vous avez des banques universelles qui avaient des activités de banque commerciale largement prédominantes et qui fournissaient un peu de services de trading, donc de banque de marché, au service de l'économie réelle. Et puis, bien, progressivement, avec la croissance des marchés financiers, ces banques se sont mises à faire de plus en plus de banques de marché, pour devenir au final des banques d'investissement qui pratiquent de la banque commerciale plutôt que l'inverse. Et ceci est complètement vrai pour les banques françaises, les grandes banques universelles dominantes dont je parlais tout à l'heure. Alors si on revient sur notre marché des produits financiers, comment est-ce que ces marchés sont alimentés? Comment est-ce qu'ils grossissent comme ça? Il y a un phénomène quand même qu'on a beaucoup observé, c'est que les particuliers, leur épargne, elle est de plus en plus dirigée vers les marchés financiers via les fonds d'investissement, les SICAV que vous connaissez, les OPCVM notamment. Et puis plus récemment, on a un autre phénomène qui est celui de la titrisation des emprunts, la titrisation des crédits. Vous connaissez le sujet des subprimes, où des crédits ont été titrisés, des crédits faits aux particuliers ont été titrisés à peine émis pour devenir des produits échangeables sur les marchés financiers. Ceci également contribue à faire grossir la taille des marchés financiers et donc à faire grossir cette part de l'activité des banques et l'importance que cette activité représente à la fois dans la rentabilité de ces banques, dans leur bilan et puis dans leurs risques également. Alors autre chose, c'est que plus une banque universelle est grande, et plus elle est exposée au marché financier. C'est vraiment ce qu'on observe. Il y a d'autres modèles de banques universelles, en Allemagne par exemple, des banques universelles qui fournissent des services de banque commerciale, mais également des services de banque d'investissement plutôt simples, très liés à l'économie réelle. Et ça, c'est le propre des banques universelles de petite et moyenne taille. Mais les grandes banques universelles sont systématiquement, vous pouvez l'observer en regardant les bilans des banques, systématiquement très exposées au marché financier. Alors voilà, je vais maintenant conclure, résumer un petit peu ce qui a été dit pendant ces 20-25 minutes, et puis terminer par vous donner quelques données sur les grandes banques européennes pour que vous ayez quelques repères par rapport à ce que je mentionnais avant. Donc pour résumer d'abord, les fonctions de banque commerciale sont vitales au fonctionnement de l'économie parce qu'elles ne peuvent être interrompues plus de quelques jours et de ce fait, elles bénéficient d'un soutien public. Les marchés financiers, eux, sont utiles à l'économie, mais ils peuvent être interrompus sans créer de problèmes majeurs. L'activité des banques sur les marchés financiers peut être conduite en dehors des banques commerciales parce qu'elle est très différente par nature. Et de ce point de vue, elle peut être pour nous séparée. Le négoce sur les marchés financiers, eh bien, on vient de le voir, lui, il est principalement au service de la finance elle-même, les fameux 90%, et il est très peu lié à l'économie réelle, moins de 10%. C'est un marché qui est dominé par les très grandes banques universelles.
Mais par ailleurs, on a des petites et moyennes banques universelles qui, elles, ont des activités de banque de marché qui fournissent des services standards utiles aux entreprises. Et si on regarde maintenant les 15 plus grandes banques européennes, alors ces 15 plus grandes banques européennes, elles sont toutes, à l'exception d'une, d'importance systémique au niveau mondial. Elles sont toutes d'importance systémique au niveau européen, donc ça veut dire que s'il y en a une qui tombe, toute l'économie est en danger. Et c'est ce qui a justifié le soutien depuis 2008 à ces grandes banques, directes ou indirectes. On pourra y revenir après si vous avez des questions. Parmi ces 15 plus grandes banques européennes, eh bien, il y a 4 banques qui sont des banques françaises, les 4 banques que je mentionnais tout à l'heure. Ce sont des banques universelles, donc, qui répondent au modèle que j'exposais tout à l'heure. Elles ont connu une croissance très rapide, qui est portée par la croissance des activités de marché, comme vous l'avez vu. Et leur taille a été multipliée par 3 en à peine plus de 10 ans. Aujourd'hui, elles pratiquent un levier de 26 en moyenne. Donc je vous ai montré des exemples tout à l'heure de x10, x20. Ici, on est à x26 et on parle seulement des bilans, parce que les banques ont aussi des activités en dehors de leur bilan. Pour référence, il y a une réglementation qui a été, sur laquelle il y a un accord qui a été trouvé récemment au niveau européen pour mettre élever le minimum de capital que les banques détiennent. Il était question de mettre un cap sur le levier, donc de maximiser le levier que les banques pourraient faire. Ce cap a été reporté à 2016 et pour l'instant on parle d'un levier de 33. Donc autant dire un levier qui ne changera absolument rien. Et c'est un problème pourtant crucial. Donc le problème reste complètement d'actualité. Autre statistique sur ces 15 plus grandes banques européennes, eh bien, elles ont des portefeuilles de crédit de seulement 40% du total de leurs actifs. Ça veut dire qu'il y en a plus de 50%, puisque ce n'est pas les 60% de restants, mais il y en a plus de 50% de leurs actifs qui est consacré aux activités de banque de marché. On va terminer par un petit dessin. Le gros éléphant ici représente ces banques qui sont trop grosses pour faire faillite. Ces fameuses grosses banques européennes, grosses banques françaises. Et vous avez à gauche ce petit bonhomme qui représente le régulateur européen, ça peut être un régulateur national, qui essaye d'aller voir cet éléphant pour lui dire « Dis donc, il y a un problème, il faudrait qu'on parle et qu'on résolve ce problème. » Et puis cette grosse banque qui dit « Mais vous feriez mieux d'arrêter parce que si je tombe, tout le monde tombe avec. » Et le tout le monde, c'est nous, c'est les autres banques, c'est notre économie, ce sont les contribuables. Et donc il est vraiment urgent de régler ce problème. Et de ce point de vue, la séparation des activités bancaires dont je parlais au début est vraiment essentielle et sera une contribution très importante au dispositif de réglementation des banques. Voilà, j'en ai fini. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis on est maintenant, prêt à prendre vos questions. Alors on va commencer tout de suite avec les questions. Il y a 2 petites questions. Une, la toute première qui est arrivée de Sophie en début, qui nous dit, mais dans les premiers chiffre que tu as donné, tu parles de 8500 milliards d'euros. Et elle nous demande, est-ce que c'est en chiffre d'affaires ou en bénéfice? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Ça, c'est vraiment important. En fait, c'est le bilan des banques. Et le bilan, c'est notamment tous les crédits, tous les titres financiers que la banque a dans ses livres. Et c'est sur base de ces titres et de ces crédits qu'elle génère son revenu. Donc c'est sur base de ces crédits qu'elle va percevoir un pourcentage pour les crédits d'intérêt ou une marge pour ce qui est des actifs qu'elle détient, qui va représenter quelques pourcents du total du bilan. Donc c'est avec quelques pourcents du total des 8500 qui représentera le chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, il faut ensuite déduire tous ces coûts de fonctionnement, donc les bâtiments, les employés, les systèmes informatiques, etc. Et puis ces coûts de financement. Donc c'est la rémunération du capital, c'est les intérêts que vous percevez sur vos dépôts, sur votre épargne, et puis c'est la rémunération des emprunts. Donc des dettes de la banque, quand elle emprunte, elle aussi doit payer des intérêts. Mais bien entendu, en moyenne, et c'est tout à fait normal que ce soit comme ça, en moyenne, la banque va percevoir davantage du côté de son actif, donc les titres qu'elle détient et les crédits, qu'elle ne va devoir payer du côté des dettes, des dépôts et de son capital, parce que c'est ainsi qu'elle va générer son bénéfice.
Ok, Donc c'est deux notions très différentes. voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Il y a Gérard qui nous pose plusieurs questions, on va pas toutes les faire, mais en gros, la première question qui nous a posée, c'est de nouveau sur les détails. À la fin de la présentation, tu parles de 18 milliards d'euros. Il s'étonne, est-ce qu'on parle de milliards ou est-ce qu'on parle de millions? J'ai parlé de 18 milliards. J'ai un problème, je ne vois plus. Pour savoir à quel moment. Alors, je vais lui demander, peut-être qu'il va revenir vers nous en précisant ça. Je passe à une autre de ces questions de toute façon. Où en est-on sur la séparation en Europe? Est-ce qu'on va vers du Liikanen? Peut-être expliquer c'est quoi Liikanen, plus ou moins? Alors, en Europe, je vais refaire un petit historique pour ceux qui ne connaissent pas le rapport Liikanen. En Europe, la Commission européenne avait commandé en 2011 un rapport à un groupe d'experts de haut niveau qui a été dirigé par Monsieur Liikanen, qui est le président de la Banque centrale finlandaise. Ce groupe d'experts, qui était assez diversifié, a remis un rapport en octobre dernier. Et il devait répondre aux questions suivantes. C'est est-ce que le dispositif réglementaire européen est suffisant pour éviter à l'avenir des crises bancaires comme celles que nous avons connues? Et si la réponse est oui, tout le monde est content. Si la réponse est non, quelles sont les dispositions additionnelles qu'il faut prévoir? La réponse de ce groupe d'experts a clairement été non. Le dispositif n'est pas suffisant. Il est très insuffisant. Et il faut au minimum prévoir un principe de séparation des activités bancaires. Alors le principe de séparation des activités bancaires qui a été proposé par le groupe Liikanen, c'est de maintenir les activités de banque de dépôt, de banque commerciale et de banque de marché sous un même toit, mais de les séparer au sein de deux entités bien distinctes. C'est-à-dire que vous auriez une société au-dessus qui détiendrait deux sous-entités distinctes, d'une part une banque commerciale et d'autre part une banque d'investissement, et qui poserait un certain nombre de règles pour éviter toutes les distorsions qu'on voit lorsque on combine ces deux activités, surtout les risques que court la banque commerciale lorsque la banque d'investissement subit des pertes trop importantes ou encourt des risques trop importants. Cette proposition chez Finance Watch, nous la jugeons comme le minimum nécessaire, et ça pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un sujet sur la ligne de démarcation entre les deux activités, même si Liikanen est assez ambitieux. Il y a un sujet sur les modalités de séparation aussi, mais nous considérons que c'est une bonne base de travail. Aujourd'hui, la Commission européenne n'a pas encore remis de proposition législative, et vous savez peut-être que c'est la Commission européenne qui est seule à même de faire une proposition législative. Par contre, alors donc on attend cette proposition de loi pour cet été. C'est ce qui est annoncé par la Commission pour l'instant, par le commissaire Barnier notamment. Par ailleurs, tout de même, le Parlement européen s'est saisi du sujet. Alors le Parlement ne peut pas de lui-même faire une proposition de loi. En revanche, il y a une première version d'un rapport d'initiative du Parlement européen qui a été remis fin mars, qui est actuellement en débat au Parlement européen. Et pour l'instant, dans sa version, ce rapport appelle, enjoint la Commission européenne de faire une proposition de loi qui soit ambitieuse et qui règle ces problèmes. Donc voilà où nous en sommes au niveau européen. Ok, super. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. On a beaucoup de questions qui arrivent d'ailleurs. On ne va pas toutes les prendre. Par contre, là, on a une question de Céline qui nous dit oui, mais si on sépare les banques, on sera aussi à la merci des grandes banques qui, au niveau mondial, eux, ils ne sont pas limités. Donc, c'est quoi ici la réponse par rapport à cette question? Alors ça, c'est une question qu'on entend assez souvent. Si on sépare nos banques, par exemple, on l'a beaucoup entendu dans le débat français, on sera à la merci de Goldman Sachs, etc. Alors d'abord, je voudrais rappeler une chose, c'est que pour ce qui est de la France notamment, parce que la France compte de très très grandes banques qui sont des grandes banques au niveau national, mais ce sont aussi des très grandes banques au niveau européen et au niveau mondial.
Donc il ne faut pas sous-estimer la taille, la place, le pouvoir de nos banques françaises. Elles sont des leaders au niveau mondial. Elles sont, 4 d'entre elles, je vous le disais, sont d'importance systémique au niveau mondial. Donc si demain on a la BNP, Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole par exemple qui ont des problèmes importants, voire qui se cassent la figure, on a toute l'économie mondiale qui va prendre un coup. Donc ça c'est une première chose, c'est que nos banques ne sont pas des petites banques qui doivent trembler face à leurs concurrents américains. Par ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas du tout un système bancaire idéal. Il y a des problèmes de liquidité, il y a des problèmes de financement. Ce que nous croyons fermement, il y a beaucoup d'économistes qui vont dans la même direction que nous, c'est que, et notamment l'OCDE, je pourrais en reparler un petit peu après, si on sépare ces activités, même si ça reste une séparation au sein d'un groupe bancaire qui reste le même, mais si on sépare ces activités, si ces activités en viennent à obtenir et à demander des financements sur les marchés indépendamment l'une de l'autre, c'est-à-dire que la banque de dépôt, la banque commerciale va aller chercher du financement sur les marchés pour la petite part dont elle a besoin de son côté, et puis la banque d'investissement, la banque de marché va aller chercher du financement de son côté, et bien pour les investisseurs, les choses seront beaucoup plus claires. Si aujourd'hui vous devez prêter à une banque universelle, c'est pas que vous donnez un chèque en blanc, mais pas loin, parce que il est extrêmement difficile de comprendre, d'évaluer les activités, les risques qui sont pris par ces banques, parce qu'elles conduisent des activités qui sont de nature complètement différente. Et donc pour les investisseurs, les choses seront beaucoup plus claires. Elles pourront choisir soit d'investir dans une banque commerciale, de prêter à une banque commerciale, soit de prêter à une banque d'investissement. Et nous croyons fermement que ceci apportera de la confiance, une confiance accrue dans le système bancaire européen qui en a vraiment besoin. Deux questions qui me semblent aussi vraiment intéressantes. Je trouve juste le nom, que je ne dise pas de bêtises. Parce que, voilà, Jean-Louis qui nous demande, tiens, mais est-ce que les produits dérivés sont-ils nécessaires à l'économie? Alors, on peut dire qu'il y a une partie des produits dérivés qui sont utiles à l'économie. Par exemple, lorsque vous avez en tout cas dans une économie ouverte comme la nôtre, lorsque vous avez une société française, disons, ou européenne, qui donc traite en euros, qui va vendre des produits aux États-Unis, qui va donc payer en dollars, eh bien, il faut que cette société, s'il y a un délai entre la conclusion du contrat et le paiement lui-même, soit assurée que son chiffre d'affaires ne va pas être affecté par une évolution du cours du dollar ou de l'euro, par exemple. Que donc, ce qu'elle pensait être 1 000 € aujourd'hui ne soit pas 900 € demain. Et là, les produits dérivés peuvent jouer un rôle parce que, en fait, ils vont jouer le rôle d'une assurance pour l'entreprise que le dollar qu'elle perçoit aujourd'hui aura bien la même valeur au moment du paiement. Et que donc les 1 000 € qu'elle signe, les 1 000 € pour le montant de dollars équivalent qu'elle signe aujourd'hui seront toujours bien 1 000 € demain au moment du paiement. Pour ce type de couvertures qui sont directement, encore une fois, liées à des transactions au sein de l'économie réelle, oui, les produits dérivés ont un rôle à jouer. En revanche, pour les plus de 90% qui sont, pour le dire crûment, uniquement des patates chaudes que le secteur financier et les banques surfilent les unes aux autres, non, on n'en a pas besoin. Peut-être on peut revenir sur les 18 milliards. Je ne sais pas si la personne qui avait posé cette question est revenue avec plus de précision. J'ai même reçu Daniel qui nous envoie 18 milliards, c'est le montant total des obligations émises en zone euro en 2011. Ah oui, c'était le graphique que j'ai montré tout à l'heure. Sans doute. Oui. Donc merci Daniel pour avoir souligné ça. Une question assez intéressante aussi, à mon avis, c'est celle de savoir, je retombe dessus, mais en gros, c'est vraiment des questions qui ont un trait au niveau historique. Est-ce que finalement la séparation des banques, c'est quelque chose qui est complètement nouveau? Est-ce qu'on a des cas dans d'autres pays qui ont montré que finalement ça s'est fait ailleurs? Est-ce que ça a marché ou pas?
Aux États-Unis, par exemple, vous avez sûrement entendu parler du Glass-Steagall Act. Et là, on parlait d'une séparation qui était vraiment stricte. Une banque qui avait des dépôts ne pouvait pas conduire des activités de banque d'investissement du tout. Et une banque d'investissement ne pouvait pas collecter de dépôts et offrir les systèmes de paiement aux individus et aux entreprises. Et ce système a prévalu jusque 1999. Donc c'est pas la préhistoire. Et ça fait seulement depuis 1999 que les banques, et la première a été le groupe Citi, ont la possibilité aux États-Unis de conduire les deux types d'activités sous un même toit. Et pendant les 60 ans qu'a duré le Glass-Steagall Act, puisqu'il a été mis en place par Roosevelt juste après, quelques années après l'éclatement de la crise de 29, il a été mis en place en 1933, je crois, comme une réponse à la crise financière dévastatrice qui avait traversé les États-Unis et qui s'est propagée en Europe ensuite. Ça a été une réponse parce qu'ils ont fait le constat que combiner ces deux activités créait véritablement des distorsions dans les activités et mettait toute l'économie et tout le système bancaire à risque. Donc oui, pendant 60 ans, ce système a fonctionné. Ok, ben ça c'est assez intéressant. Ouais. Et globalement, j'ajouterais quand même que l'évolution qu'on voit, donc celle que je vous montrais, c'est vraiment une évolution très récente des banques commerciales qui se sont mis à faire de plus en plus d'activités de banque de marché, bien au-delà de ce que le marché et l'économie réelle requéraient. Ici, une note assez intéressante. Sylvie nous envoie ce commentaire que certains soulignent le fait que si on sépare les activités des banques, ben finalement, c'est les citoyens qui vont devoir payer, ça va leur coûter plus cher. Or, c'est déjà la crise. Ouais, alors ça, c'est un argument, bon, Elle le souligne, hein, c'est oui, un oui. argument. Non, mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Il y a beaucoup de banques qui le répètent à qui veut les entendre, que du coup, si on sépare les banques, leur coût de financement va augmenter, que du coup, elles vont devoir répercuter ce coût de financement sur les usagers, les emprunteurs, les particuliers, les entreprises, etc. Il n'y a aucun fondement économique à cet argument. Tout simplement parce que si vous voyez donc l'image qui est à l'écran ici, en dessous du ciseau, en dessous de la ligne rouge, vous avez cette activité de crédit, dépôt, capital qui a le soutien final de l'État, mais qui surtout est une activité à beaucoup plus long terme, plus facile à évaluer à tout moment, beaucoup plus stable. Et donc, pour un investisseur externe, c'est un investissement plus sûr. Qui dit investissement plus sûr, dit taux d'emprunt plus bas. Et donc, finalement, il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune, pour qu'une séparation conduise à des crédits plus chers, parce que le financement de ces banques commerciales va baisser. Il va inéluctablement baisser. Donc c'est un argument qui ne tient pas. On l'entend aussi du côté... pour ce qui est du financement des États. Alors là, c'est des raisons un tout petit peu plus techniques, mais les États font appel aux activités de banque de marché des banques universelles. Par exemple, en France, quand l'État émet de la dette, il va faire appel à des grandes banques françaises pour placer cette dette sur le marché. Mais pour ce faire, la banque ne va pas aller sur les marchés en demandant du crédit au marché elle va pas faire appel à sa propre le marché ne va pas lui prêter sur base du risque de la banque elle-même, mais il va lui prêter sur base du risque que représente le gouvernement. Et donc en fait, que la banque soit séparée ou pas, le coût de financement reste le même. Donc de nouveau, cet argument ne tient pas. Je pense que là, on arrive quand même à la fin de l'heure, il est bientôt 13 heures. Une dernière question qui a un lien avec, d'ailleurs, un autre webinaire qu'on a eu sur le trading à haute fréquence. Qu'en est-il de l'utilité des transactions à haute fréquence dans l'activité de banque commerciale, nous demande Antoine. Est-ce qu'il y a moyen de répondre là-dessus, ou est-ce qu'il vaudrait peut-être mieux qu'un jour Benoît, notre spécialiste ici à Finance Watch sur le thème, toi, est-ce que
Est-ce que ça vient à l'esprit déjà quelque Oui, chose? à ma connaissance, l'activité de trading à haute fréquence, donc je ne suis pas la spécialiste sur le sujet, mais l'activité de trading à haute fréquence, elle est typiquement conduite dans le cadre des activités de banque de marché et notamment de tenue de marché, de trading. Donc elle n'a pas grand-chose à voir, à moins que quelque chose m'échappe, avec l'activité de banque commerciale. Mais ce qui est sûr, et ça c'est ce qu'on a répété beaucoup, c'est que le trading à haute fréquence parasite en fait le bon fonctionnement des marchés financiers. Bon, alors, il nous reste 1 minute ou deux. Je pense que de toute façon, donc, ce webinaire a été enregistré. Donc vous allez le retrouver en vidéo interactif sur le website et sur Facebook de Finance Watch dans les prochains jours. Aline, voilà, avant de clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore souligner? Est-ce qu'il y a un point que tu as oublié d'expliquer? Et donc là, tu as 60 secondes, allez, je t'en donne 90, pour clôturer en beauté ce webinaire. 90 secondes pour clôturer. Eh bien, je dirais que... donc vous savez que la loi bancaire, loi de séparation... Alors désolé pour les Belges ou les Suisses francophones qui nous écoutent, mais le sujet de la France en ce moment, ce sujet en France est très d'actualité. Donc on a cette loi de séparation des banques qui est en discussion au Parlement en ce moment, en deuxième lecture. On n'a pas beaucoup d'espoir sur le fait que la banque va vraiment mettre en place une loi de séparation. Le texte s'appelle loi de séparation, mais il ne devrait pas s'appeler loi de séparation, parce qu'il réglemente certaines choses, mais certainement pas la séparation des banques. Il va concerner 1% des activités de banque de marché des banques, le sujet de la séparation, donc rien du tout. Si effectivement... donc sans présumer du débat parlementaire, hein, mais si effectivement, au final, la loi est votée sans mettre en place de séparation des banques, alors il faudra garder à l'esprit le rôle très important que la France joue dans les négociations au niveau européen. Donc il faut vraiment continuer à faire attention, même une fois que la loi est passée au niveau français, à suivre le débat européen, à suivre les prises de position de vos députés au niveau du Parlement européen, à suivre les positions du gouvernement français au sein du Conseil européen dans le cadre des débats sur le sujet de la séparation des banques, parce qu'il est vraiment important que la France prenne une position la plus forte possible, parce que ce dont on a peur aujourd'hui, c'est que l'état du débat en France et de la loi en France ne préempte complètement le débat européen, parce que comme vous le savez, la France a vraiment un poids important dans les négociations sur ces sujets au niveau européen, vu la taille notamment de son secteur financier. Ben voilà, grand merci. Grand merci. Ben voilà, donc en tout cas, on reviendra vers vous avec d'autres webinaires. On vous souhaite un excellent lunch, on vous souhaite une excellente fin de journée et bientôt le week-end qui commence demain soir. Donc à tout bientôt et merci à toi Aline. Merci à vous. Au revoir.